Fantômes, araignées, sorcières, tous sont de sortie pour Halloween. Mais le symbole par excellence de cette fête, c'est la citrouille. Ce matin, au jardin du Bon Étable dans la Sarthe, Augustin et Alban sont venus justement trouver leur bonheur parmi des dizaines de citrouilles. Alors, laquelle on choisit? Oh non, pas elle, elle est vraiment trop cabochée. Laquelle Oh, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là aussi, elle est pas mal. Moi, je veux celle-là, elle est orange. Céline, la gardienne de ce lieu magique, va les aider à la transformer en lanterne d'Halloween. Si je la pose là. On va faire un trou au-dessus. On va faire les yeux, le nez et la bouche. Regarde. À l'intérieur de la citrouille, il y a de la chair, des filaments et des pépins. C'est plutôt agréable. Opération réussie. Ça marche. Mais Alban se pose une question. Pourquoi la citrouille, elle va pas prendre feu alors que la bougie, elle est allumée? Et quand tu as creusé l'intérieur de la citrouille, tu as vu c'était tout humide. Donc comme c'est humide, et à l'intérieur ça peut pas prendre feu. Et comme on a fait les ouvertures justement, ça permet que la flamme ait de la combustion, de l'oxygène et que ça continue d'être allumé. La citrouille contient 90% d'eau. Et si nous la consommons comme un légume, pour les botanistes, il s'agit d'un fruit. Elle appartient à une famille qui a un drôle de nom. Cucurbitacée. Cucurbitacée. Il en existe pas moins de 5000 variétés dans le monde. Donc par exemple ici c'est un pâtichon, ça ressemble un peu à une soucoupe volante. Donc ça c'est une courge spaghetti, et ça les enfants c'est quoi? Une citrouille. Et non raté, ça c'est un potiron. En effet, on les confond souvent. Mais quelle est la différence? Pour le savoir, nous avons rencontré Michel Pitra, généticien à l'INRA. On peut les distinguer à l'extérieur par la forme du pédoncule, qui dans le cas des citrouilles est un pédoncule anguleux, avec 5 angles, alors que dans le cas du potiron, le pédoncule est cylindrique. Et à l'intérieur? Dans le cas de la citrouille, la chair est plus filandreuse en général, alors que dans le cas du potiron, la chair est plus fine et va permettre de faire des bonnes soupes, des bons veloutés ou des bons gratins. Cela dit, pour faire des lanternes d'Halloween, ça marche avec les deux. Enfin, dernière différence, le potiron est généralement plus gros qu'une citrouille. C'est d'ailleurs le plus gros fruit du règne végétal. Une particularité qui donne des idées à certains. À quelques kilomètres de là, Mehdi a une passion peu commune. Bonjour les enfants. Et oui, j'ai une passion pour les légumes géants. Regardez, dans la main de Mehdi, un poireau standard et à côté un poireau XXL. Et ici, une tomate classique et une tomate géante qui peut peser jusqu'à 2 kilos. Mais le légume auquel Mehdi voue une véritable passion, c'est le potiron. Depuis 2009, notre cultivateur détient le record de France du plus gros spécimen. 730 kilos et 800 grammes. Les enfants sont impatients de découvrir son dernier né et ils ne sont pas les seuls. Mac Lesguy est aussi de la partie. Mehdi, les enfants, bonjour. Bonjour Mac. Mehdi, il paraît que vous avez un gros potiron. Oui, un gros potiron géant, ici. Vous êtes prêts? Oui. Attention. Oh là là là. Mais qu'il est beau, mais c'est incroyable. Ce mastodonte fait plus de 400 kilos, l'équivalent du poids de 7 machines à laver. Comment est-ce qu'on obtient un potiron de 400 kilos? Alors déjà, ça commence par le choix d'une bonne graine. C'est pas n'importe quelle graine, une graine du commerce ne fera jamais un gros potiron. Donc il faut vraiment prendre le temps de sélectionner une très bonne graine avec une très bonne génétique. Mais qu'est-ce qu'une bonne génétique? En fait, la graine renferme en elle les caractéristiques des fruits dont elle est issue. Explication avec Michel Pitra. Ces graines-là vont être issues de croisements entre des parents, un père et une mère, qui eux-mêmes sont des fruits de très grosse taille. Ce n'est pas en croisant un gros et un petit fruit qu'on va obtenir un très gros fruit. Une fois la graine sélectionnée et plantée, Mehdi n'a conservé que le fruit le plus prometteur. Pourquoi est-ce qu'il y a sur ce plant de potiron, pourquoi est-ce qu'il y a un seul potiron? Il faut forcément en garder qu'un seul. Si on veut faire un record, il faut que la sève aille dans le seul et unique fruit que vous laissez. Si vous laissez 2 fruits, la sève se partage dans les 2.
et donc le poids est inférieur. En clair, il a sacrifié les autres pour laisser plus d'espace au développement du futur champion. 80 mètres carrés pour ses racines et ses feuilles. Ah donc il y a cette gigantesque surface de feuilles qui va fabriquer de la matière organique qui va arriver dans ce potiron. Exactement, il faut vraiment une grande surface foliaire qui absorbe l'énergie du soleil, qui met en marche cette espèce de pont qui va ponctionner l'eau et les nutriments du sol et l'envoyer à notre potiron. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Les feuilles de la plante captent l'énergie du soleil pour synthétiser la matière organique nécessaire à la croissance du fruit. Et c'est uniquement alimenté la nuit. Il pousse la nuit. Tiens, ça alors, c'est un bébé nocturne. Un bébé auquel Mehdi consacre environ 3 heures par jour pour veiller à ce qu'il ne manque de rien. Résultat, ce potiron XXL a poussé en 70 jours seulement. Sa croissance est fulgurante. Alors au plus fort, il peut monter à 25 kg par nuit. On pourrait presque le voir à l'œil nu. C'est incroyable. Ce qui fait, tenez-vous bien, une prise de poids de 2 kg par heure. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il est temps de cueillir la bête. Car Mehdi remet son titre en jeu. Allez, on s'y met à 4. J'essaye, on s'y met à 4. Le potiron ne bouge pas d'1 centimètre. Moment crucial, il faut couper la tige. Voilà, prêt, Hey, c'est fini. Fini, c'est comme un cordon ombilical, c'est une naissance. Là. Exactement. Voilà, voilà. Et voilà. Et voilà. À l'aide d'un tracteur et après 30 minutes de manœuvre délicate, le potiron géant est enfin cueilli. La pression retombe, on est Ombilical, fais gaffe, fais gaffe. content que ce soit fait ça. Mehdi, Au revoir. merci, bravo. Hein. Au revoir. Au revoir. Avec ses 400 kilos, imaginez la quantité de soupe et de gratin que l'on pourrait faire. En automne, nous avons tout intérêt à consommer des potirons, mais aussi des citrouilles, car ils contiennent tous les deux un composé excellent pour notre santé. Catherine Renard, chercheuse à l'INRA, va l'extraire de cette purée de potiron en y ajoutant un solvant, puis en agitant le mélange. Donc ce que vous voyez, c'est que ici le potiron est devenu beaucoup plus jaune et moins orange. Et par contre, dans mon solvant, vous avez une couleur jaune qui est la couleur en fait du bêta-carotène. Le bêta-carotène, on le retrouve dans les citrouilles, mais il est aussi présent dans les carottes ou des fruits comme la mangue. C'est un précurseur de la vitamine A. La vitamine A, c'est une vitamine qui est très importante pour la vision et également pour la qualité de la peau. Plus le potiron ou la citrouille est orange, plus il contient de bêta-carotène et meilleur il sera pour notre santé. Autre intérêt, il se conserve entre 3 et 6 mois, mais à une condition. Il faut le garder entier. Le potiron a une peau épaisse qui fait que vous n'avez pas de perte d'eau, vous n'avez pas de perte de nutriments. Par contre, si vous le découpez, comme tous les légumes, il va falloir rapidement le consommer. Vous savez maintenant ce que citrouille et potiron ont dans le ventre. Mais s'ils font de superbes lanternes d'Halloween, ils ne se transformeront jamais en carrosses. Par contre, en bonne soupe pleine de bienfaits, c'est sûr. Ce n'est pas parce que les fantômes, les monstres et les vampires vous font peur qu'il faut être effrayé devant une chauve-souris. Ce petit animal mystérieux souffre d'une bien mauvaise réputation. Mais ce soir, nous allons vous le faire découvrir comme vous ne l'avez jamais vu. À Saint-Éloi-en-Gy, près de Bourges, Halloween, c'est sacré pour Anaëlle et Kylian. Faudrait que tu la mettes comme ça. Cette année, ils ont décidé de se déguiser en chauve-souris, un animal qui pour eux incarne parfaitement l'esprit d'Halloween. Elles peuvent se transformer en vampires. Elles ont des grosses canines. Les chauves-souris pouvaient s'accrocher dans les cheveux. À les entendre, ce petit animal n'a vraiment rien de sympathique. Et si nous avions tout faux ? Pour le savoir, les enfants ont rendez-vous au Muséum d'histoire naturelle de Bourges. Laurent Arthur, spécialiste des chauves-souris, les y attend en bonne compagnie. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc vous savez ce que vous allez voir maintenant ? Vous allez voir une chauve-souris. Et une chauve-souris qui s'appelle Kiki. Alors je vais ouvrir la boîte.
Vous avez vu les belles oreilles? Kiki est un murin de Bechstein, une petite chauve-souris des bois recueillie il y a 2 ans par Laurent. Attaquée par un chat, elle n'est plus capable de voler et ne peut être relâchée dans la nature. Ça vous fait penser à quoi? À une souris. Les chauves-souris ne sont pas des rongeurs. Ça ressemble à une souris, mais ça n'est pas une souris. En fait, la chauve-souris, c'est le seul mammifère qui vole. Une prouesse rendue possible grâce à des ailes gigantesques qui mesurent jusqu'à 3 fois la taille de son corps. Voilà une aile de chauve-souris de très près. Regardez bien, comme c'est transparent, on voit au travers. Et c'est cette membrane qui leur permet de voler. Est-ce que c'est comme une main, l'aile? Alors c'est même pas comme une main, c'est une main. Tous les longs os qui sont ici, c'est comme mes doigts. Et il faut imaginer que mes doigts font 80 cm de longueur. C'est vrai que les chauves-souris peuvent s'accrocher dans les cheveux. C'est une vieille légende. C'était pour éviter que les filles qui avaient des longs cheveux sortent la nuit et aillent retrouver des garçons. Et on avait dit les chauves-souris vont s'accrocher dans vos cheveux, mais c'est une légende. La chauve-souris est un animal nocturne. Lorsqu'il fait jour, elle reste bien à l'abri dans des grottes, des arbres ou des greniers. Enroulée dans ses ailes, elle se repose suspendue la tête en bas. Une caractéristique vraiment étrange, surtout si, comme Anaël, on tente de se mettre dans la peau d'une chauve-souris. Tu vois le monde à l'envers? Là, c'est comme ça que la chauve-souris, elle dort. Elle dort pendue par les pieds. Ça fait bizarre. Je sais pas comment font les chauves-souris. Kiki, elle, pourrait rester ainsi pendant des heures, des jours et même des mois. Et tout cela sans se fatiguer grâce à des petites griffes bien pratiques. Le système d'accroche est très astucieux. C'est comme si on accrochait un parapluie, ça ne dépense aucune énergie. En fait, il y a un système de tendons qui est au niveau de la patte et le poids de la chauve-souris actionne le tendon en position de fermeture. La chauve-souris passe donc la majeure partie de son temps la tête en bas, à une exception près. Comment elles font pipi à l'envers? Alors les chauves-souris sont des animaux très propres. Elles se redressent et elles font pipi pour ne pas salir leur fourrure. À la nuit tombée, les chauves-souris décollent à la recherche de nourriture. Un spectacle étonnant auquel nous allons tenter d'assister. Direction la forêt de Rambouillet. Benoît Bocquet et Laurent Tillon, ce sont un peu les Superman de la chauve-souris. Leur mission, les étudier afin de mieux les protéger. Là, ça devrait pas être trop mal, là, tu vois, Laurent. Ouais. Et je devrais pouvoir assez facilement, avec l'endoscope, visiter, là. Y a-t-il des chauves-souris dans ce trou? Pour en avoir le cœur net, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Grâce à cette caméra endoscopique, Benoît grimpe et explore l'intérieur du tronc. Là, Laurent, il a l'air d'en avoir pas mal quand même. Il y en a sur plusieurs couches. Et on est de l'ordre peut-être de au moins 15 à 20 individus. Hein. Au crépuscule, Laurent et Benoît installent des filets à proximité de leur colonie. Leurs mailles doivent être très fines, car les chauves-souris ne sont pas faciles à berner. En les plaçant près de la végétation, on a la possibilité comme ça de leur faire croire que derrière le filet se trouve de la végétation et donc que le filet n'existe pas. Et ainsi, elles essaient de forcer le passage et elles sont attrapées et bloquées. La nuit est tombée depuis près de 3 heures, lorsque soudain un drôle de bruit se fait entendre. L'animal vient de se prendre dans le filet, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir, je vais le démailler. Donc elle rouspète un tout petit peu, elle me mordit, c'est pour ça qu'on met des gants pour se protéger. Et voilà. Donc c'est un oreillaro, une petite chauve-souris forestière. Je vais prendre la mesure de l'avant-bras. 37,8. En poids, 7,6 grammes. Notre petit oreillard est en pleine forme. Il peut donc repartir à la chasse. On va le relâcher. Grâce à un micro hautement sensible et à un logiciel spécialisé, Laurent est capable de le suivre en temps réel dans sa partie de chasse. Mais comment font les chauves-souris pour détecter leur proie dans la nuit? Ont-elles vraiment une mauvaise vue comme on le pense souvent? Les chauves-souris volent dans le noir. Elles n'ont pas la possibilité, même si elles ont de très bons yeux,
de voir facilement ce qui est dans leur environnement, surtout des petits insectes qu'elles essayent de chasser. Donc la solution qu'elles ont développée, c'est un système d'écholocation. La chauve-souris émet des ultrasons par la bouche. Il s'agit de petits cris très aigus que seul un micro ultra-sensible peut restituer. Lorsqu'elle rencontre un obstacle ou une proie, ces ultrasons sont réfléchis et lui reviennent aux oreilles. En fonction du son qu'elle capte, elle est capable de déterminer la taille de l'objet et de savoir s'il est fixe ou en mouvement. À partir du moment où la chauve-souris se rend compte que l'obstacle est de petite taille et se déplace, elle sait que potentiellement c'est une proie. Donc elle va caler son système d'écholocation pour localiser la proie et ensuite réussir à l'attraper. Là, elle est sur un rythme assez lent. Elle commence à accélérer son rythme. Là, elle vient de trouver une proie, ça s'est accéléré. Un tout petit blanc. Elle s'est arrêtée d'émettre des ultrasons parce qu'elle mâche, elle est polie. Elle ne parle pas la bouche pleine. Ce système d'écholocation permet à une chauve-souris de manger jusqu'à 1000 moustiques ou moucherons par nuit, près de la moitié de son poids. Retour au Muséum d'histoire naturelle, où les chauves-souris qui sont en captivité doivent se contenter de vers de farine. On va donner à manger à une chauve-souris que vous n'avez pas encore vue et qui est arrivée il y a peu de temps, encore une attrapée par un chat. Voilà, c'est parti. C'est comme une pompe, une fois que c'est parti. Ce qui n'empêche pas Kylian d'avoir quelques angoisses. Est-ce que les chauves-souris, ça boit du sang? Il n'y a pas de vampires en Europe. C'est que des légendes, il n'y en a que dans les films. Par contre, en Amérique du Sud, il y a 3 espèces de chauves-souris qui font comme les moustiques et qui se posent sur les bêtes qui dorment et qui lapent un petit peu de sang. Mais il n'y a pas de ça en Europe. Vous l'aurez compris, en France, nos chauves-souris n'ont rien à voir avec Dracula. Non seulement elles sont inoffensives, mais en plus, elles nous débarrassent des moustiques. Alors faites leur bon accueil et ne les dérangez pas.